Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la deuxième édition du baromètre des impôts de production en Europe. On évoquera également l'interdiction des applications récréatives pour les fonctionnaires d'État. Et enfin, on parlera pro bono dans les cabinets d'avocats. On commence tout de suite cette émission avec Elena Aubray, avocate associée au sein de Mazars Société d'avocats. Elena Aubray, bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer le baromètre des impôts de production en Europe, quels sont les impôts de production en France ? Oh, les impôts de production en France, vous avez une très longue liste. Donc, on va dire que les impôts de production en France, plutôt, on va dire ce que c'est que cette notion, puisque vous savez, la notion d'impôt de production, il n'a pas en France une assise juridique, il n'y a pas une définition française en tant que telle, mais elle recouvre l'ensemble des contributions et des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises indépendamment de leur rentabilité, contrairement à l'impôt sur les sociétés, par exemple. Évoquons maintenant ce baromètre des impôts de production en Europe. Quelle est sa méthodologie ? La méthodologie, écoutez, normalement, en fait, les indicateurs et les travaux qui portaient sur les impôts sur la production, d'habitude, globalement, ils sont traités, comme assise les travaux Eurostat. Seulement que les travaux Eurostat, donc ils ont certaines limites, notamment il n'y a pas de distinction entre les catégories des contribuables, qu'il s'agisse des ménages ou qu'il s'agisse des entreprises. Donc nous avions tous besoin de quelque chose un petit peu plus affiné et puis surtout nous avions besoin d'une approche harmonisée entre la France et d'autres pays européens avec une économie comparable à l'économie française. Donc ce qui fait que nous avons été chargés par l'Institut Montaigne d'élaborer un cahier de charges qui devait servir et qui sert d'ailleurs de base pour l'élaboration d'un indicateur en proportion du PIB. Pour déterminer en fait ce cahier de charges, nous sommes référés à la définition des impôts sur la production tel qu'il ressort du règlement européen du 21 mai 2013 et puis nous sommes appuyés également sur la jurisprudence des hautes juridictions françaises afin de définir vraiment les contours d'une définition des impôts sur la production. Fort de ces contours, de ces critères, nous avons établi après une liste exhaustive de l'ensemble des impôts et contributions qui répondaient à ces critères, qui sont en fait tout simplement des prélèvements obligatoires qui sont dus par les entreprises, qui sont prélevés par les administrations ou par les institutions de l'Union européenne, et puis qui sont bien évidemment dus au titre des capacités de production des entreprises. Donc, une fois cette liste exhaustive établie avec le cahier de charges et les différentes informations, nous les avons communiquées à l'Institut Montaigne qui a établi cet indicateur en proportion du PIB. Donc maintenant, on comprend mieux ce qu'est ce baromètre, mais quels sont ses enseignements ? Ces enseignements, ce baromètre, il est riche d'enseignements. Ces travaux ont été menés en fait sur la France et une dizaine des pays européens, donc d'ailleurs par les équipes du groupe Mazars en France et à l'international. On voit que pour la deuxième année consécutive, la France est en deuxième position en Europe, derrière la Suède, en montant d'impôts sur la production. Et puis, première place en Europe en valeur d'impôts sur la production qui représente en fait 95 milliards d'euros, à comparer par exemple avec l'Allemagne qui sont à environ 25 milliards d'euros. Pour un PIB, l'Allemagne a un PIB supérieur à la France de 1,5%. Donc nous sommes sur des données et puis la moyenne, on peut dire aussi la moyenne des impôts de production en Europe est d'environ 2,5% du PIB,
alors qu'en France, nous sommes sur le dernier baromètre à 3,8%, en baisse par rapport à l'année dernière, où nous étions à 4,3%. Et donc, comment faut traduire ces chiffres? Comment on les traduit? En fait, d'une manière globale, sur les pays analysés, nous constatons une baisse des impôts sur la production. Donc, un souci des États de faire attention à la capacité de production des entreprises et bien évidemment qui est à l'origine de la compétitivité en fait, de ces entreprises. Pareil, parmi les pays comparés, c'est en France que nous avons la baisse des impôts de production la plus forte, qui est due en fait à la baisse de la CVAE et de la CFE, de la contribution foncière des entreprises, qui ont été réduites de moitié. Et puis, nous attendons également pour l'année prochaine, donc avec la suppression de la CVAE qui est amorcée cette année et qui continuera l'année prochaine, nous attendons en fait que cette baisse des impôts de production continue sur la France également. À suivre donc dans le prochain baromètre. Exactement, à suivre dans le prochain baromètre. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside et je suis en compagnie de Constantin Pavléas, avocat, fondateur du cabinet Pavléas Avocats, et on va parler avec lui de l'interdiction des applications récréatives pour les fonctionnaires d'État. Constantin Pavléas, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi la France a décidé d'interdire les applications récréatives pour les fonctionnaires d'État? Alors, elle a suivi un mouvement, on peut dire, qui a été initié aux États-Unis. Il y a une réaction, une position très très tranchée aux États-Unis sur TikTok. On se souvient même sous l'administration Trump, ils avaient essayé d'interdire TikTok du territoire américain. Depuis, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont interdit l'utilisation de TikTok, spécifiquement de TikTok, sur les terminaux des agents fédéraux. D'autres démocraties, pays occidentaux, ont suivi le mouvement, le Royaume-Uni, le Danemark, bien d'autres, mais aussi la Commission européenne. Et fin mars, effectivement, le gouvernement français a publié cette instruction pour interdire l'utilisation, alors non seulement de TikTok, c'est intéressant, mais des applications récréatives qui seront sur une liste. Alors, c'est quel type d'application? Application récréative, ça veut dire quoi? Alors, des applications qui servent à c'est une sorte de, le mot anglais entertainment, un divertissement, à divertir, et on peut, en tant qu'un simple citoyen, se poser déjà la question de la raison d'une application qui divertit, qui permet un temps récréatif à des agents de l'État, en tout cas dans des terminaux qui sont des terminaux professionnels. Mais ce qui est intéressant de noter, je vous disais tout à l'heure, mais peut-être le mot n'était pas juste, que la France avait suivi. Alors oui, il y a ce mouvement, la France ne l'a pas initié, mais c'est intéressant de noter qu'ils élargissent la palette des applications qui sont interdites sur les terminaux des agents de l'État, et donc ils appellent ça comme vous dites, les applications récréatives. Et il y a TikTok, il y a Netflix, qui est donc américain, et Candy Crush, qui est un jeu vidéo. Donc c'est assez intéressant de voir que la position française se veut, du coup, elle prend plus restrictive. Alors plus restrictive, mais en même temps plus équilibrée. C'est-à-dire que, parce qu'il y a un débat de savoir pourquoi fait-on une fixation sur TikTok. La Chine, derrière, la maison mère de TikTok est ByteDance, donc un conglomérat des médias en Chine. Et il y a une loi chinoise qui impose à tous les acteurs de l'économie d'aider, de donner des informations au Parti communiste chinois à leur demande. Toute information à leur disposition. Et c'est sur ce fondement que les États-Unis prennent ombrage et considèrent
que TikTok peut être un cheval de Troie, c'est-à-dire présenter des portes dérobées pour donner des informations sur des millions, des centaines de millions de jeunes Américains au Parti communiste chinois. Donc une mine d'informations qui serait à la disposition du Parti communiste chinois. Donc la motivation, c'est des motivations de sécurité, de sûreté de l'État? Tout à fait. Ces motivations-là, nous, en tant que citoyens ou juristes, nous pouvons les comprendre et les respecter. Et la position française dans le fil de ces interdictions, elle se base sur une analyse de l'Agence nationale des systèmes de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Et c'est donc l'ANSSI qui a fait une analyse des applications et qui aide en fait à proposer cette liste au ministère. Et à la suite de ça, il y a eu l'instruction d'interdiction. Alors, on a posé la question au ministère sur la mise en œuvre et la réponse c'est que, enfin, en tout cas, ce que nous comprenons, on n'a pas encore eu la réponse, mais ce que nous comprenons, c'est qu'il y a la direction interministérielle du numérique mettra en œuvre cette instruction avec l'aide de l'ANSSI. Donc effectivement, la préoccupation, c'est une préoccupation de sécurité. Ces applications récréatives ne présenteraient pas suffisamment de sécurité pour une utilisation sur des terminaux terminaux des agents de l'État. Une interdiction qui a pris effet, semble-t-il, je crois qu'ils avaient donné 30 jours, c'était fin mars, donc on arrive maintenant au délai pour désinstaller ces applications si elles l'étaient. Concrètement, ça veut dire qu'un agent de l'État qui ne respecterait pas cette obligation, cette interdiction, il pourrait être sanctionné? Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des sanctions possibles? On ne le sait pas. Il pourrait y avoir des sanctions puisque c'est une mesure d'interdiction, mais je comprends en fait que les sanctions seraient des sanctions administratives et à ce jour, on n'a pas d'informations sur les sanctions qui seraient prises en cas de contravention par rapport à ces règles. Mais donc voilà, des questions de sécurité et la position française qui est d'élargir, de dire s'il y a une question de sécurité, on ne peut pas viser qu'une application chinoise, mais aussi d'autres applications. Et la liste aujourd'hui n'est pas connue, me semble-t-il. Elle est en train d'être élaborée, mais on a su fin mars qu'elle concernait aussi Netflix américain, donc plateforme américaine, et Candy Crush, le jeu vidéo, une liste en devenir. Donc, c'est sur ces questions de sécurité, bien, dont acte, et c'est aussi une décision qui a été prise avant le voyage du président de la République en Chine, peut-être dans cette position plus, à la fois vous avez raison de dire plus contraignante, plus restrictive, mais plus équilibrée, puisqu'il y a aussi d'autres applications. Des applications américaines qui ont été visées. Oui, c'était peut-être un signe donné avant, peut-être. Et donc voilà, saluons là aussi peut-être une vision, diplomatique de la France qui qui veut avoir une position indépendante. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Pourquoi les avocats font-ils du pro bono? On en parle tout de suite avec mon invité, Nicolas Walker, associé chez Reed Smith. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi faire du pro bono dans un cabinet d'avocats? Donc déjà, le pro bono, c'est le travail juridique gratuit, au service de l'intérêt général. Pourquoi en faire? Parce que ça fait partie intégrante de notre déontologie professionnelle, tout d'abord, et de nos valeurs. Tout le monde a besoin d'un avocat, tout le monde doit avoir un accès à un avocat, et nous avons cette fabuleuse connaissance du droit, nous nous devons de le mettre au service des autres. Donc chez Reed Smith, ça fait vraiment partie de notre ADN, de nos préoccupations fondamentales.
Pourquoi? Il y a d'autres raisons. Par exemple, ça permet pour les avocats en droit des affaires de sortir de leur quotidien. C'est-à-dire que ça permet de se former sur de nouveaux sujets, de traiter avec un public, interagir avec un public un peu différent de notre clientèle traditionnelle. Et finalement, c'est une expérience extrêmement enrichissante aussi pour nos avocats. Donc, il n'y a que des choses à gagner en faisant du pro bono. Expérience enrichissante, mais comment concilier cette expérience justement avec son activité principale? En réalité, ça dépend un tout petit peu des cabinets. Il y a beaucoup de différents modes de fonctionnement. Mais chez Reed Smith, les deux font un. C'est-à-dire, un dossier pro bono est traité exactement comme un dossier du cabinet. Ça rentre de la même manière. C'est traité dans les mêmes délais, par les mêmes équipes, avec la même réactivité et professionnalisme. Donc, pour nous, on ne fait pas vraiment de différence entre notre activité rémunératrice et notre activité pro bono. Bon, c'est vrai qu'on doit de temps en temps gérer des sujets de conflit d'intérêts par rapport aux intérêts de nos clients traditionnels, mais en règle générale, ça se passe très très bien. Nous, on a un système chez Reed Smith qui permet à chacun de nos avocats de faire jusqu'à 140 heures de pro bono dans l'année, comptabilisés dans leurs objectifs facturables. C'est-à-dire ils ont la possibilité de faire pratiquement tout un mois sur un dossier pro bono et que ça compte pour leur rétrocession et leur prix manuel. Donc c'est fantastique, on incite vraiment tout le monde à le faire. Et au-delà de ça, nos clients demandent à ce qu'on fasse du pro bono, c'est-à-dire eux, ils veulent des conseils dont les valeurs et dont les activités sont alignées à leur propre préoccupation RSE, et donc c'est même plus quelque chose qu'on fait uniquement juste pour nous, on fait souvent pour nos clients et aussi en partenariat avec nos clients. On a construit même des partenariats avec les services juridiques de certains de nos plus gros clients pour travailler ensemble sur des projets d'intérêt général. Donc, quelque part, c'est un peu le prolongement de l'activité. Absolument, et on le conçoit comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas deux façons de voir le monde. On n'a pas le monde des affaires et le monde du pro bono. C'est le monde du droit, c'est l'accès à la justice et tout le monde a un droit. Alors, concrètement, ça donne quoi le pro bono dans un cabinet d'avocats tel que Reed Smith ? Ça peut porter sur des sujets extrêmement variés. Ça peut aller des domaines traditionnels, des libertés fondamentales, jusqu'au droit des affaires. On a pu intervenir pour des mineurs non accompagnés, on a pu intervenir en Ukraine, on a pu intervenir lors des dossiers très stratégiques pour le droit des femmes, la défense des intérêts de personnes handicapées. Donc en fait, les sujets sont extrêmement variés. À peu près 2/3 ou 65% de nos avocats en Europe font du pro bono chez nous. Donc en fait, c'est une implication coordonnée et généralisée dans nos bureaux en Europe. On a par bureau des équipes de direction qui sont chargées du développement du pro bono dans ce secteur. Et donc, nous, notre préoccupation, c'est d'impliquer le nombre plus important d'avocats possible dans le combat. Nous avons organisé récemment une conférence qui a réuni tous les avocats qui pilotent le pro bono en Europe chez nous à Paris. Donc, on cherche encore toujours à développer cette activité. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez tous nos dossiers chez Reed Smith pro bono ensemble, le pro bono, c'est notre plus gros client. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.